Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Bonjour l'Inspi, le podcast des personnes qui ont choisi de faire ce qu'elles aiment. Ce sont des entrepreneurs, des artistes, des cadres ou salariés qui adorent leur métier. Chaque lundi, je reçois un nouvel invité qui nous raconte son histoire, les étapes de son parcours et ses inspirations. Je lui pose mes questions, puis on discute, sans filtre, autour d'un café. Je suis persuadée que ces rencontres peuvent vous apporter à vous aussi la dose d'inspiration et de motivation dont vous avez besoin. Si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée et à laisser un avis 5 étoiles. Vous pouvez aussi suivre les coulisses du podcast sur le compte Instagram Bonjour l'Inspi_podcast. Merci beaucoup et bonne écoute. Adrien. Bonjour Cassandra. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Merci à toi. Et d'être venu ici chez moi. Je t'ai fait te déplacer de tes locaux en pleine journée, en plus sous la pluie. Donc merci beaucoup. Je t'en prie. Donc j'aime bien commencer à chaque fois mes échanges avec mes invités par une présentation, histoire qu'on comprenne un petit peu qui tu es. Donc si tu peux te présenter en quelques minutes, enfin tu prends le temps que tu veux, mais En quelques mots. Ouais, voilà, que ce soit, je sais pas, ton éducation, ton enfance, tes études, enfin vraiment tout ce que tu veux. Alors merci encore pour ton temps. Donc je m'appelle Adrien Ducluseau, j'ai 31 ans, je suis marié et je suis fondateur de deux boîtes, enfin une boîte et deux marques exactement, qui s'appellent La Relève et Le Vrai du Faux. Pour revenir sur mon enfance, si on doit arriver sur mon enfance, je pense que j'ai eu quelque chose d'assez simple. J'ai eu une enfance plutôt joyeuse, j'ai manqué de rien. J'ai fait une école de commerce que tout le monde connaît, je pense que j'ai fait l'EDEC. On pourra en discuter si tu veux, parce qu'il y a déjà pas mal de choses à dire, je pense, sur les écoles de commerce. J'ai fait donc une bonne formation et ça m'a permis de faire un stage, on va revenir dessus aussi, je pense, chez Michael Page dans le recrutement, une grande maison du recrutement, avant de lancer ma boîte à 25 ans. D'accord. Tu vois, c'est quelques minutes. Ouais. Non, c'était très bien. C'était parfait. Et du coup, est-ce qu'on peut déjà parler un petit peu, donc comme tu parlais de l'école de commerce, j'ai vu que tu avais fait un master spécialisé dans l'entrepreneuriat. Ouais. À ce moment-là, pourquoi tu t'es dirigé vers l'entrepreneuriat? Tu savais que tu voulais monter une boîte? Pourquoi tu as choisi cette spécialisation-là et pas du marketing, de la RH? En gros, qu'est-ce qui t'a amené vers là? Alors, c'est une bonne question. Il y a pas mal de points. En fait, moi, depuis longtemps, je voulais créer ma société dans plein de choses. J'ai pensé, et je pense toujours, dans la restauration. J'ai plein d'idées dans le tourisme. J'avais lancé pendant longtemps, imaginer une entreprise dans le tourisme dans Paris, parce que je suis assez passionné de la ville de Paris. Et on sait un peu l'essor des touristes chinois. Et je m'étais dit, on va faire quelque chose de spécialisé pour les Chinois dans Paris. Ce que j'ai jamais fait, mais on ne sait jamais. En fait, en arrivant à l'EDEC, j'ai fait donc 3 ans là-bas. J'ai appris absolument rien, comme dans beaucoup d'écoles de commerce. C'est absolument pas négatif envers l'EDEC, parce que je pense qu'il y a un très bon réseau, ils font plein de choses, mais à ce moment-là, c'était surtout un sujet de maturité. Donc je suivais pas assez les cours. Et je m'étais toujours dit depuis le début que je voulais créer. Donc ça pouvait être grâce à des associations étudiantes, ce qu'on avait fait nous, en lançant notre propre BDE même à Paris. Parce que j'étais dans les locaux parisiens. Donc c'était vraiment ça qui m'a apporté. Mais après, en école de commerce, j'ai vraiment absolument rien appris, ce qui est un peu dommageable. Et en voulant créer ma boîte, j'avais rencontré un des mentors que proposait l'EDEC qui m'avait dit, si tu veux apprendre quelque chose et lancer ton société, il faut que tu fasses le master finance. Parce que je pense qu'à ce moment-là, donc c'était il y a 8 ans, 9 ans, c'était l'un des seuls masters où tu apprenais vraiment quelque chose en sortant d'école. Donc je l'ai absolument pas écouté. Je repars sur le sujet de maturité en me disant c'est qui ce vieux con et je vais pas l'écouter, donc je vais partir sur un master entrepreneuriat, ce qui s'est plutôt bien passé. Maintenant, le sujet moi je trouve en école de commerce, effectivement, c'est que on n'apprend pas grand chose. Il y a pas mal et je pense que pour pas mal de monde, de problèmes de maturité. Et on n'apprend pas les choses essentielles. Et pour moi, les choses essentielles, surtout sur le sujet d'entrepreneuriat, c'est la partie commerciale et négociation. D'après ce qu'on fait nous aujourd'hui avec La Relève, on voit très bien qu'il n'y a plus que 3 écoles de commerce qui font des masters spécialisés en négociation. Que quand tu demandes en école de commerce qui veut être commercial, il n'y a personne qui lève la main, ce qui est un peu problématique.
Et enfin, que c'est pour ça qu'on appelle plus ça des écoles de commerce, mais qu'on appelle ça des écoles De management. de management Ouais. maintenant. Ouais. Et ouais, c'est marrant ce que tu dis parce que dans un précédent épisode, je parlais justement avec Jean Moreau qui a monté sa boîte dans l'entrepreneuriat social. Donc lui aussi, il a fait une école de commerce et il disait que s'il avait su, peut-être qu'il se serait un peu plus concentré justement sur ces parties, apprendre à être commercial, apprendre la négociation, apprendre à aller approcher un client, prospecter un client, etc. Et ce qu'il n'a pas du tout retrouvé en école de commerce. Et moi, je suis hyper d'accord avec lui et avec toi. Je trouve que c'est pas du tout des choses qu'on apprend à l'école. Ouais. À part, je pense, un petit peu peut-être si on fait partie des assos et qu'on a besoin d'aller démarcher des clients. Ou alors, même si c'est pas forcément en termes de clients, mais si on essaye de se créer un réseau en dehors de l'école, forcément, on va aller approcher des personnes. Donc là, on apprend à se présenter, ce genre de choses. Et voilà, mais c'est hyper dommageable. Et du coup... Pour revenir juste, je te coupe rapidement, mais en fait, effectivement, le gros problème, c'est que si on parle de l'entrepreneuriat, ce qu'on est en train de faire, c'est le sujet le plus important, c'est de savoir négocier. Et en fait, c'est avec tout le monde, ça peut être avec sa famille, parce qu'on essaie de lancer un nouveau projet, et donc il faut négocier avec eux en disant, je suis au chômage et je viens de quitter une très belle entreprise sûrement, mais voilà, je me lance. Il faut négocier avec son banquier parce que le crédit, ça se fait pas tout seul, ou même l'ouverture d'un compte dans pas mal de banques, ça marche pas, même si tu leur dis que t'as pas besoin de sous au départ. Tu es obligé de négocier avec tes fournisseurs, tu es obligé de négocier avec des futurs investisseurs s'il y en a. Donc en fait, tu es toujours dans la négociation. Et en école de commerce, ça, tu l'apprends pas, parce qu'il y a déjà souvent, il n'y a pas de cours dessus. Et deux, j'allais dire aussi tout simplement, il y avait eu un... Alors il est controversé, plus que controversé, il y avait Bernard Tapie à l'époque qui avait lancé, je crois, si je ne me trompe pas, son école de commerce, qui voulait lancer son école de commerce. Et il expliquait que le seul but d'une école de commerce, c'était de savoir négocier. Il fallait savoir négocier surtout sur les prix. Bon, lui, je pense qu'on le voit, il l'a fait correctement ou incorrectement, c'est un autre débat. Mais c'est vrai qu'en école de commerce, en fait, on manque complètement de travail sur cette problématique-là. Et du coup, tu penses que ça vient d'où? Ça vient du fait que justement les étudiants n'ont pas envie de devenir commerciaux ou n'ont pas envie de devenir un profil commercial, ou c'est les écoles qui veulent pas aller sur ce terrain-là et du coup les étudiants ne veulent pas devenir commerciaux? Là aussi, c'est une grande question. Il y en a deux pour moi de réponse. C'est un peu les deux par rapport à ta question. C'est il y a une mauvaise image en France en fait des commerciaux. On a encore l'image un peu du Jean-Claude Convenant dans la salle à café ou des vendeurs de Tupperware qui tapent aux portes. Et je pense qu'en fait en France, on a encore l'image du commercial qui va faire que de la prospection dans le dur. En fait, c'est pas exactement ça en fait ce métier. Ça peut être que de faire de la négociation ou de gérer les clients ou de faire de l'upsell ou peut-être faire du SDR, donc de la pure prospection. Mais en fait, c'est plein de métiers différents. Donc il y a encore cette mauvaise image en France. Et deux, moi, j'en ai discuté avec pas mal d'écoles qui me disent aussi que malheureusement, ils peuvent pas vendre ça à leurs étudiants en sortie d'école. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils disent, je sais plus, je donne un exemple, TBS, donc Toulouse Business School, qui dit quand vous allez sortir de notre école, vous allez terminer. Alors, il y a plein de noms, qui account manager ou business developer chez Doctolib, par exemple. Et en fait, ils vont avoir un taux de retour qui va être un peu moins important que s'ils leur disent qu'ils vont terminer en tant que chef de projet chez LVMH ou L'Oréal. D'accord. Et donc, en fait, ils sont obligés de vendre plutôt le côté communication, marketing, RH ou finance plutôt que le côté commercial. Ouais, donc c'est un peu la mauvaise image qu'on a des commerciaux et l'appétence des étudiants. Ouais, exactement. Et du coup, toi, ce que tu dis, c'est que en fait, c'est hyper dommageable parce que déjà dans le métier d'entrepreneur, par exemple, c'est hyper important. Je pense que c'est important dans pas mal de métiers de savoir négocier, de savoir approcher les gens de manière efficace, potentiellement Ouais, rapide, complètement. etc. Et même de vendre son produit ou de se vendre soi-même. Donc tu disais en école de commerce, on n'apprend pas forcément ça. Comment tu as fait toi pour du coup apprendre ça? Tu as appris sur le tas ou potentiellement tu as des astuces ou des idées pour les gens qui aimeraient un peu justement se former à ça, apprendre tout ça? Est-ce qu'il y a des tips à avoir ou... J'ai pas forcément de tips. Après, moi, je l'ai pas appris pendant les cours. Les deux choses, c'est, et tu en parlais tout à l'heure, ce qui a pu commencer à, on va dire, le premier niveau, ça va être les associations étudiantes, parce que c'est en fait là le début des négociations. Je prends un exemple, un BDE va négocier la salle pour sa soirée hebdomadaire, va négocier le prix de ses alcools et de ses softs, va négocier un peu avec les différents extras sur lesquels travailler. Donc en fait, tu commences à négocier. Et pour moi, c'est le seul moment où tu négocies en école. Et je trouve que c'est pour ça que j'étais un peu... je dénigrais, on va dire, un peu l'école de commerce. Maintenant, la chose qui pour moi est très importante, c'est la partie association. Et parce que c'est là où tu apprends en fait la principale des choses. Et il y a déjà même plein d'associations qui sont des véritables entreprises, parce que je ne sais plus combien c'est le budget de la junior entreprise des grandes écoles, mais ça peut être des 1 million, 2 millions, 5 millions.
Donc c'est déjà beaucoup plus qu'un grand nombre d'entreprises. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, moi, je l'ai appris sur le tas grâce à Michael Page, parce que donc Michael Page, c'est un cabinet de recrutement et de chasse de profils. Souvent, quand on dit aux personnes qui vont être consultants en recrutement ou chasseurs de tête, on pense que c'est un métier complètement RH. Alors en fait, pas du tout. Moi, je fais pas des RH, je sais pas le faire. Parce que je sais pas faire de la formation, je sais pas faire du licenciement, je sais pas faire de la paye, je sais pas faire tous ces sujets qui font partie du métier d'RH. Par contre, je fais du recrutement et en fait, on est toujours dans la vente des deux côtés. C'est-à-dire qu'on est obligé de vendre une entreprise à un étudiant ou un jeune diplômé, donc un candidat. Et après, il faut quand même vendre au candidat l'entreprise. Ouais, donc tu as appris grâce à ta première expérience chez Michael Page. Et pour revenir un petit peu sur toi, parce que tu as créé ta boîte, donc tu es resté deux ans, je crois, chez Michael Page. Ouais, j'ai fait mon stage de fin d'études et je suis resté après pendant 1 an et demi en CDI. Ok. Est-ce que tu peux déjà expliquer un petit peu ce que tu faisais là-bas? Donc ce que tu disais, c'est que tu faisais du recrutement, mais peut-être un peu plus... Alors en fait, c'est un poste qui s'appelle consultant en recrutement, donc on peut donner un peu tous les noms qu'on veut là-dessus, parce qu'en fait, c'est un métier de commercial. Ça se fait il y a 3 choses. Il y a une partie prospection, c'est-à-dire que les entreprises ne passent pas par vous directement, donc il faut aller chasser les entreprises et présenter en fait ce qu'on fait, c'est-à-dire leur trouver le meilleur profil pour chez eux. Donc tu as toute la partie prospection et négociation avec eux des honoraires. Après, tu as toute la partie recrutement, donc tu dois trouver le meilleur profil à leur envoyer. Et après, tu as une partie un peu, on va dire, account manager aujourd'hui, donc gestion pour gérer les rendez-vous, pour que ça se passe bien et closer le profil derrière. Donc ça, je l'ai fait en stage pendant 6 mois. Je l'ai fait après ensuite pendant 1 an et demi en CDI sur différents types de profils. Et en fait, à un moment chez eux, on m'a demandé de recruter des stagiaires dans l'équipe. Et en fait, ce qu'on a remarqué, et ce que j'ai remarqué, c'est que en sortie d'école et d'école de commerce, parce que moi je viens de là et c'est ce que je savais faire, les étudiants vont à peu près toujours voir les mêmes entreprises. Tout le monde postule, sans être négatif bien sûr, mais chez L'Oréal, tout le monde postule chez LVMH, tout le monde postule au PSG si on aime le foot ou au Stade Toulousain si on aime le rugby. Et en fait, on s'arrête là. Et dès qu'on arrive sur des structures un peu plus petites, des PME, des TPE ou des startups, on les connaît pas forcément, on sait pas trop ce qu'elles font et on est un peu perdu là-dedans. Donc je me suis dit que c'était intéressant de lancer à ce moment-là mon entreprise. Il y a une chose qui est assez incroyable en France, c'est ce qu'on appelle une rupture conventionnelle et ce qui permet très simplement de pouvoir lancer son entreprise en pouvant toucher le chômage pendant 1 année et demie pour moi, qui permet donc de pouvoir lancer son entreprise. Moi, je suis pas du tout une usine ou autre, donc ça veut dire que j'ai pas besoin d'énormément de fonds pour lancer mon activité. Et en fait, le chômage me permettait de vivre plus que correctement, on va dire, et de pouvoir lancer mon entreprise très correctement et très rapidement. Ok, donc en fait, tu as bossé chez Michael Page et tu t'es rendu compte qu'il y avait un réel problème et c'est ça qui t'a donné envie de monter ta boîte. Ouais. Et c'est marrant parce que en fait, tu avais fait un master entrepreneuriat et après, tu t'es retrouvé dans le recrutement. Comment ça s'est fait un petit peu Je sais pas si ça se dit, mais comment ça s'est fait, c'est très simple. C'est pendant une soirée. Ok. Une soirée où on était nombreux et en fait j'ai rencontré quelqu'un au milieu de la soirée qui m'a dit tu veux faire quoi? Donc j'ai dit je sais pas, j'ai fait un master entrepreneuriat, je cherche un stage mais j'ai pas d'idée, je sais pas trop quoi faire et en fait il m'a dit très simplement écoute moi je travaille dans un cabinet de recrutement, tu devrais essayer, c'est intéressant parce que tu vas apprendre à être commercial. Et il est revenu sur les arguments qu'on a pu dire tout à l'heure, c'est-à-dire faut apprendre à négocier, faut apprendre à vendre et apprendre à vendre. Et après, il m'a dit, c'est toujours intéressant si tu veux lancer ta boîte par la suite de savoir recruter. Ouais, complètement. Et je me suis dit, tiens, il a sûrement raison. Même à une heure avancée, c'était intéressant, on va dire. Et donc voilà, j'ai fait des entretiens et je suis allé chez Michael Page parce qu'en fait, Michael Page est quand même assez renommé dans toute la partie formation. Et je le dis encore aujourd'hui que c'est une très très belle formation. Et donc tu as identifié un réel problème chez Michael Page et donc du coup, tu as voulu créer ta boîte La Relève. Donc le problème, ce que tu disais, c'est que les stagiaires, les étudiants ouais. ou les jeunes diplômés, quand ils cherchaient leur stage, ils allaient toujours dans les mêmes entreprises, Ouais. donc les grands groupes, quoi, on va dire. C'était un peu compliqué pour eux de les emmener vers des plus petites structures. Tu as eu envie de t'attaquer à ce problème. Comment vous faites ça chez La Relève? C'est une bonne question. En fait, comment on fait ça? Très simplement, on a pas mal de partenariats nous, pour trouver des étudiants. On essaie de faire une grosse partie de forum, donc on doit en faire une 20aine par an. On a des ambassadeurs dans les écoles qui parlent de nous. On est un peu présent partout, sur toutes les plateformes, Indeed, LinkedIn, Wizbee, YouPick et autres, Ok. pour récupérer des CV. Et en fait, après, c'est très simple. On a fait pas mal d'études, nous, et on voit que en fait, ce qui intéresse beaucoup les étudiants, de plus en plus, c'est le secteur d'activité. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a plein qui nous disent, en fait, le poste, ça peut être du marketing, ça peut être de la com, ça peut être de l'event, ça peut être tout ça. Mais moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le secteur de la mode ou le secteur, je sais pas, de l'automobile. Et en fait, sur l'automobile, tout le monde va postuler chez PSA ou Renault, mais derrière, il y a plein d'autres entreprises
Je peux donner un exemple. On travaille avec une entreprise qui s'appelle DriveMe, qui fait de la location de voitures à 1 €. Ouais, ouais. C'est une top boîte avec des top dirigeants. Et en fait, ils n'y pensent pas à postuler chez eux directement. Alors que c'est là où aujourd'hui il y a de l'emploi derrière après un stage, parce que c'est des entreprises en croissance, parce qu'ils peuvent payer souvent un peu plus même que des grands groupes, parce qu'en fait on voit le résultat de ce qu'on fait pendant le stage. C'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est vrai que c'est hyper intéressant de bosser en start-up, mais j'ai l'impression, par rapport à ce que tu dis, que les étudiants sont quand même de plus en plus enclins à vouloir travailler dedans. Après, toi, ce que tu dis, le problème, c'est que elles ont envie d'aller travailler en start-up, mais laquelle, là, elles sont un peu perdues, c'est ça? Exactement. Alors en fait, ce qui a changé en 5 ans, après c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose même, c'est que avec le gouvernement, avec la French Tech, avec tout ce qui s'est passé, et en fait les startups sont parties un peu on va dire du néant, c'est pas négatif de dire ça, à quelque chose d'assez cool, assez sympa, assez trendy si on peut dire ça. Maintenant en fait quand on demande à des étudiants, cite-moi une startup, souvent on a un blanc, souvent on a un j'aime beaucoup Facebook ou j'aime bien Instagram. Donc en fait c'est plus du tout une startup. Parfois on a un Blablacar ou un Doctolib. Ouais. Mais en fait, c'est pas exactement ça. Donc, il faut expliquer tout ça. Il faut aussi expliquer aux étudiants les côtés positifs. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'expliquer les côtés positifs, mais aussi les côtés négatifs, parce que c'est pas uniquement un baby-foot ou des apéros avec les fondateurs toutes les semaines. C'est aussi beaucoup de travail. C'est aussi du stress. C'est aussi des sujets de financement. C'est aussi des horaires qui sont beaucoup plus importants souvent que dans des grands groupes. Ouais, non, c'est clair. Après, c'est bien qu'ils sachent où ils vont. Et du coup, comment vous faites cette partie-là pour vraiment matcher, on va dire, un profil avec une start-up ou une entreprise Ouais. Alors, y a deux choses. Nous, on fait la partie commerciale parce que on cherche des entreprises et on n'est malheureusement pas assez connu avec notre entreprise La Relève pour que les entreprises viennent nous voir directement. J'ai dit beaucoup entreprises là. Donc on va les voir, on essaie de comprendre leurs besoins, on essaie de comprendre l'environnement de travail. Régulièrement, on leur dit qu'on ne peut pas avancer avec eux. Donc quand je dis ça, ça veut dire qu'on va les voir. Environnement de travail, c'est voir si c'est un parquet ou une jolie moquette violette comme dans les années 60. On essaie de comprendre leurs besoins, on essaie de comprendre ce qu'ils font, on essaie de comprendre le patron. C'est des choses qui sont importantes en fait, parce que si on ne comprend pas ça, on ne peut pas vendre correctement l'entreprise à un étudiant ou un jeune diplômé. Oui, complètement. Et après, on essaie de faire pareil de l'autre côté, c'est-à-dire que régulièrement, on a des jeunes diplômés, donc des business développeurs, parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui, de recruter des commerciaux juniors, qui nous disent, voilà, moi je veux une entreprise idéalement en localisation pas très loin de chez moi, qui soit sur les sujets de l'automobile. Si en plus, je sais pas, il y a alors j'ai pas envie de dire baby-foot, mais voilà, s'il y a des apéros tous les soirs, si on bosse énormément, mais derrière on a un variable qui soit important. Et là, on fait un vrai matching entre les deux en disant, ok, écoute, je viens de voir l'entreprise qui était parfaite pour toi la semaine dernière. Donc ça, ça serait le côté parfait. Mais en réalité, ce qu'on fait, c'est de voir des entreprises qui essaient tous d'avoir les meilleurs profils en disant, je veux tous un HEC qui a déjà 5 ans d'expérience, mais s'il accepte d'être payé au minimum, ça serait bien. Ouais. Et nous, on leur dit, on va vous trouver en fait, non pas un HEC qui a 5 ans d'expérience, mais un BTS qui a 2 ans d'expérience, mais qui est en fait bien meilleur que celui que vous voulez, parce qu'il a un peu plus de niaque, parce qu'il a de l'envie, parce qu'il a le feeling qui est parfait pour votre boîte. Donc c'est ça qu'on propose. Donc là, en fait, c'est le côté, justement, ce que tu disais, commercial qui revient pour essayer de vendre les candidats et de vendre l'entreprise. Enfin, tout. C'est de vendre des deux côtés, exactement. Nous, ce qu'on dit à nos... Alors en plus, on est au succès auprès des entreprises. Ça veut dire que l'entreprise ne nous paye pas tant qu'on leur a pas trouvé le profil. D'accord. Et je vais me répéter de nouveau, mais vous n'avez pas besoin de nous pour postuler dans un certain nombre d'entreprises. Venez nous voir aussi parce qu'on va proposer d'autres choses dans les entreprises que vous ne connaissez pas forcément. Mais au moins, on a un gage de sécurité par rapport à ça. Ouais, c'est sûr que c'est hyper intéressant. Moi, je sais qu'il y avait justement dans les forums à TBS, moi j'ai fait TBS, la relève. Et c'est vrai que je trouvais ça hyper intéressant parce qu'au moins, tu pars pas dans le vide, quoi. Tu es guidé, tu as plein d'options qui s'ouvrent à toi. Après, à toi de voir si tu poursuis ou pas. Mais au moins, ça te permet d'ouvrir un peu les yeux. Parce que c'est vrai que quand on sort d'école de commerce, c'est un peu ce que tu dis, on connaît les grands groupes. Donc potentiellement, on va postuler dedans, mais après, pour les startups, c'est un peu compliqué, à part des grosses, peut-être licornes, ou enfin, on va pas forcément les appeler comme ça, mais des grosses startups qui marchent bien, ok, mais sinon, ça va être un peu compliqué. Donc c'est hyper intéressant, je trouve. C'est exactement ça, et c'est surtout, et on parle de licorne, mais tu vois, ça peut être même le sujet du B2B ou du B2C. On voit que la plupart des gens connaissent le B2C, Oui. parce que c'est ce qu'ils font de la pub à la télé et autres. Dès qu'on arrive sur du B2B, on est complètement perdu. Et nous, on travaille avec quelques grands groupes également. On n'en a pas beaucoup, mais on doit avoir 5% de notre portefeuille client.
où ils peuvent être 22 000 en France, et ils nous disent en fait on n'arrive pas à trouver de stagiaires parce que ce qu'on fait dans les domaines électriques ou autres, c'est peut-être pas glamour pour des étudiants, alors qu'on leur propose des stages à 1 800 € ou des stages où ils vont apprendre plein de choses, et c'est là aussi qui est c'est un peu dommage. Ouais. Non, mais c'est clair que c'est hyper important de montrer ce qui existe sur le marché du travail, quoi, et au-delà de en termes d'entreprise, mais aussi en termes de métier. Enfin, moi, je sais que par exemple, la grosse problématique que j'avais quand je suis sortie d'école de commerce, c'est que clairement, en soi, je connaissais peut-être 5 métiers que je pouvais faire. Tu peux devenir consultant, tu peux devenir chef de produit, tu peux devenir contrôleur de gestion, et après en fait tu sais pas il y a quoi d'autre comme possibilité, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. Après c'est toujours la même chose. Tu vois, moi par exemple, je me souviens dans mon école de commerce, en sortie, je me suis dit exactement la même chose que toi. Je me suis retrouvé en cherchant mon stage de fin d'études à me dire en fait qu'est-ce que je fais, je connais aucun métier et autres. Quand tu y repenses et quand tu revois les écoles, ils te proposent souvent d'avoir des personnes extérieures qui viennent de l'école, qui viennent parler de leur métier, mais c'est là où je parle de sujet de maturité, c'est que souvent on n'est pas prêt à ce moment-là à le faire, on n'y va pas, on préfère s'occuper de son association ou de ses soirées et tout ça. Donc c'est là où il faut plus travailler, on va dire, en école sur cette partie-là. Et la petite différence, je voulais en parler tout à l'heure, mais j'ai oublié, donc je reviens dessus, c'est qu'à l'époque, de mon époque en tout cas, il n'y avait pas de master dans le digital. Aujourd'hui, ça existe, et je parlais moi du master finance. Peut-être que j'aurais pu faire aujourd'hui un master dans le digital, ou au moins apprendre en plus les bases du code ou les choses comme ça qui peuvent apporter pas mal de choses aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas ça malheureusement, même si c'était il y a 5 ans ou 6 ans, ça va vite. Oui. Non, c'est sûr que les offres des écoles ont aussi évolué avec le temps et avec l'arrivée des startups, du digital. Donc on a peut-être plus une vision de ce qu'on peut faire aussi dans cette partie-là digitale qui est vachement à la mode, j'aime pas dire ça, mais c'est un peu ça. Si, c'est ça. Ouais. Et pour revenir un peu sur toi, donc t'es sorti d'école, t'as fait 2 ans en tant que recruteur et t'as monté ta boîte. Du coup, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que t'avais 24-25 ans, c'est ça ? 25 ans. Et cette boîte, tu l'as montée tout seul ? Ouais, je l'ai montée tout seul. Ça a été une vraie question. En fait, j'ai proposé à pas mal de monde de s'associer avec moi au départ. Toutes les personnes à qui j'ai proposé avaient déjà des postes à responsabilité après 2 ans ou venaient de changer de poste et donc ont refusé. Moi, j'ai des personnes que je connaissais qui m'ont proposé, mais je le sentais pas. Et après, en fait, je vais me répéter, mais oui, comme on n'a pas besoin de beaucoup d'argent au départ pour se lancer, je me suis dit, je vais me lancer, on verra bien, peut-être que je m'associerai plus tard. Et en fait, c'est parti comme ça. Je me suis lancé assez vite. Moi, c'est un des sujets que j'ai eu et c'est un des conseils que je peux donner, c'est que je me suis lancé très très vite sur 2 choses. 1, de trouver des locaux, et 2, de recruter des personnes pour moi. C'est-à-dire que j'ai fait le premier mois chez moi. Je peux te dire que c'était en février 2015 ou 2014. Il y avait les JO d'hiver à ce moment-là. Donc après 2 semaines où je commençais à devenir spécialiste sur le curling et le biathlon, je me suis dit que c'était pas la meilleure idée et qu'il fallait trouver des locaux. Et donc j'ai un ami qui gérait une start-up qui m'a proposé un bureau dans ses locaux et ça me permet d'avancer tout de suite, que je payais quand même. Et 2, étant donné que je suis pas le plus sérieux, en étant complètement franc, je me suis dit que c'était intéressant d'avoir des stagiaires pour commencer avec moi. Pour déjà, la première chose, c'est de me dire faut que j'arrive avant eux, faut que je reparte après eux. Et en fait, ça te met un cadre tout de suite. Tu peux pas les laisser tomber. Tu es obligé d'avoir quelque chose d'assez carré derrière, même sur la partie formation, même sur la partie onboarding, donc leur introduction dans l'entreprise. Et donc, ça te permet tout de suite d'avoir quelque chose de plus carré et quelque chose d'un peu plus droit, on va dire, sur l'entreprise. Tu t'es auto-mis un cadre, ce qui est hyper intelligent parce qu'au moins, c'est sûr que tu es cadré. Mais du coup, comment tu as fait pour trouver les stagiaires ? Parce que tu montais ta boîte, donc je suppose que c'était pas connu, le projet n'était même pas encore en route. Comment tu as fait là, pour trouver tes premiers stagiaires ? Je suis allé voir en fait toutes les écoles en disant il me faut des stagiaires de fin d'études idéalement pour m'aider. Ils m'ont dit que c'était pas la période, donc j'ai récupéré 2 stagiaires qui étaient en 2e année. Alors, une de je sais plus quelle école et l'autre de l'ESCE qui faisait un stage de 6 mois de 2e année. Pour l'ESCE, c'était une école post-bac et qui, eux, cherchaient vraiment une première expérience. Donc, ils sont contents de trouver leur premier stage, on va dire, et c'est toujours intéressant. Donc ça a été assez rapide. Et pour petite info, elle est même revenue maintenant chez nous en tant que directrice commerciale. Ah, d'accord. 5 ans plus tard, elle est arrivée au mois de septembre. Donc, ah, super. Donc c'est assez marrant. Et après, sur la partie commerciale, là, je reviens sur l'école. Ça se fait très vite parce que j'ai envoyé un mail à tous les anciens de l'école. Donc j'ai envoyé, je crois, 42 000 mails. Et à l'époque, on n'utilisait pas MailChimp, donc je le faisais soir, jour, en regardant des matchs ou autre. J'envoyais des mails, c'était le même mail. Mais en fait, ça te permet tout de suite de prendre, sur 42 000, tu as peut-être 40 retours. Mais en fait, sur 40 retours, tu vas en signer 20 ou 15. Et ça te permet tout de suite de mettre un peu une intro ou un pied à l'étrier pour commencer. Mais c'était le vrai sujet qu'on avait au départ, c'est...
En plus, nous, sur notre sujet, c'est que, à la différence d'un produit où à partir du moment où tu vends ton produit, tu as gagné, nous, ce qui est compliqué, c'est que tu dois gérer les deux, et côté client et côté profil, donc étudiant ou jeune diplômé. Et donc, faut continuer à prendre 10 rendez-vous par semaine client, faut continuer à faire une vingtaine d'entretiens. Et ça, c'est toutes les semaines, parce qu'à partir du moment où tu loupes une semaine, tu perds des candidats, ils ont trouvé autre part, ou tu perds des clients, ils ont trouvé autre part. Ouais, donc faut jamais s'arrêter. Et pour revenir un petit peu sur les stagiaires, parce que tu as lancé ta boîte et au bout du premier mois, tu as commencé à recruter des stagiaires, mais est-ce que tu savais quoi leur faire? Parce que, je sais pas, quand on lance un projet, bon, après peut-être que tu venais du milieu, donc peut-être que ça t'a un peu plus aidé, mais comment t'arrivais toi à cadrer, à te dire, ah, ok, j'ai 2 personnes, telle personne doit faire ci, telle personne doit faire ça. Comment tu as réussi à te dire ça? Alors oui, en fait, je venais du secteur, donc ça a aidé. Maintenant, c'est vrai que c'est complètement autre chose de lancer sa propre structure. Et donc je l'ai fait vraiment comme un débutant en me disant, OK, pour lancer une structure, qu'est-ce qu'il faut? Il faut... pour moi, en fait, c'était quoi? Il me fallait des entreprises. Donc je me suis retrouvé avec les 2 personnes en me disant, bon, écoutez, comment on peut faire pour trouver des entreprises qui cherchent des stagiaires aujourd'hui? Donc il y en a une qui m'a dit, nous, on a Job Teaser dans notre école. Donc on a dit, on va appeler toutes les entreprises qui recrutent sur Job Teaser. Il y en a une autre qui m'a dit, on devrait regarder sur les groupes Facebook, parce que chaque promo a une école, chaque promo, pardon, a un groupe Facebook ou autre. Donc on s'est inscrit sur, je crois, 45 groupes, ce qui me spam encore tous les jours. Et dès qu'il y avait une offre, on envoyait un mail ou on appelait. Et c'est comme ça qu'on a fait. Donc en fait, l'idée principale, c'est de récupérer un certain nombre d'offres en se disant, plus on va avoir d'offres, plus on sera visible parce qu'on va mettre l'offre un peu partout. Et ça va amener petit à petit des candidats. Donc voilà. Et en fait, ça, c'est ce qu'on a fait pendant... ils sont restés pendant 6 mois. Et au bout de 4 mois, dès qu'on avait eu un peu d'argent, on a recruté notre premier profil en CDI en recrutant de nouveau 2 stagiaires. Et ensuite, sur les 2 stagiaires, il y en a un qui est resté en CDI. Et avec l'argent qu'on avait réussi, on a continué à recruter une deuxième personne. Et en fait, en montant comme ça, petit à petit, dès qu'on a un peu d'argent, on mise nous uniquement presque sur la croissance et non pas forcément sur la rentabilité. Donc en fait, dès qu'on a un peu d'argent et qu'on gagne de l'argent, ça nous permet de recruter un peu plus de monde. Je crois qu'on est 18 aujourd'hui. Et du coup, ce que tu dis, c'est que vous avez gagné de l'argent au bout de 4 mois, c'est quand même assez rapide. Donc je sais que les personnes précédentes qui ont monté leur boîte que j'interviewais, ils ont mis... Après, je sais pas, c'est différent entre recruter et se payer soi-même. Du coup, toi, tu faisais comment en fait pour payer ces gens-là? Sur les 3 premiers mois, c'était mon argent. Donc je faisais attention sur mes dépenses et c'était mon argent. Maintenant, c'est pour ça aussi qu'on a pris les stagiaires. Mais en fait, assez vite, on a réussi à gagner de l'argent pour payer tout le monde, pour payer les locaux, pour payer tout ça. Donc il y a eu les 4 mois ou 5 mois vraiment très difficiles où je faisais attention à tout et ensuite ça a pu avancer correctement. Ce qui change un peu, nous on est sur quelque chose qui est assez classique en fait, parce qu'un cabinet de recrutement, je crois qu'il y en a 1500 à Paris, on est sur un marché différent parce qu'on est sur les étudiants et les jeunes diplômés, ce que les autres font pas forcément. Maintenant c'est quelque chose d'assez classique et on n'a pas eu besoin de lever des fonds et moi je cherche pas à lever des fonds. Ce qui change un peu aussi de toutes les entreprises et toutes les startups qu'on voit aujourd'hui qui cherchent plus à lever des fonds et à faire des jolis PowerPoint que juste, on va dire, vendre, parce qu'on revient sur le même sujet. Mais c'est un peu comme ça qu'on s'est dit, tiens, on va avancer comme ça, on verra si on a besoin d'argent par la suite. Mais le fait qu'on vende tout de suite, c'est vrai que ça aide pas mal. Ça aide à lancer la machine. Et pour revenir à ce que tu disais que vous misez sur la croissance et pas trop sur la rentabilité. Tu disais que c'était un problème. Pourquoi c'est un problème? Vous avez eu des difficultés par rapport à ça ou... Tous les jours. En fait, le vrai sujet, moi je suis absolument pas financier pour un sou. Et en fait, la croissance, ça demande une chose, ça demande du besoin en fonds de roulement. Parce que on va payer les salaires, on va payer les locaux, on va payer tous les sites sur lesquels on va mettre nos offres, donc un LinkedIn, un Indeed et autres, ça coûte de l'argent tous les mois. On n'a pas le droit de les payer en retard, ce qui est compréhensible. Par contre, nous, nos clients, ils nous payent à 2 mois, à 3 mois, à 4 mois, à 6 mois. L'argent entre maintenant et 3 mois, faut quand même trouver de l'argent pour payer tout le monde. Donc c'est vrai que nous, c'est notre gros problème. Et je peux le dire clairement, on passe tous les mois à la limite sur les paiements pour l'instant. Pourquoi tu veux pas passer par une levée de fonds ou je sais pas un prêt ou quelque chose? Pourquoi tu as cette philosophie Je vais répondre et le sujet il est très simple, c'est la liberté. Maintenant on commence à regarder. On commence à regarder en se disant est-ce que ça serait pas intéressant de passer par des business angels parce que tu vois on est 18, on a une moyenne d'âge, elle doit être à 26 ans, voire un peu moins. On a encore plein de choses à apprendre, moi particulièrement. Et donc j'étais contre jusqu'à il y a peu de temps, mais je me dis tiens, des business angels, ça peut être intéressant. 1, pour se faire challenger, 2, pour nous aider et nous apporter plein de choses qu'on ne sait pas faire, parce qu'on a encore plein de choses à apprendre. Mais le vrai sujet, pourquoi je ne l'ai pas fait depuis le début, c'est effectivement être libre, ne pas être dans les chiffres. J'ai vu trop de personnes moi, que je connaisse qui ont levé pas mal d'argent auprès de fonds et des fonds assez renommés, et qui, j'ai l'exemple de 2 meilleurs amis qui lancent leur boîte, ils font une levée de fonds auprès d'un des plus beaux fonds, et le fonds leur dit en fait c'est très bien, par contre il y en a un des deux qui dégage, lui en particulier,
et votre amitié, c'est pas un problème et on met pas l'argent si tu le fais pas. Ok. Et ça, j'en ai plein des histoires comme ça. Mm. Et en fait, c'est pas ça qui m'intéresse. Le fait de lancer sa boîte, c'est aussi pour être libre, pour essayer d'avancer, pour essayer de recruter du monde, pour essayer tout ça. Donc, moi, je l'ai fait comme ça. Je l'ai fait comme ça depuis le début. Mais maintenant, on réfléchit en ce moment, comme je te le dis, à des business angels. On regarde aussi les banques. Maintenant, le problème des banques, c'est qu'ils veulent pas investir sur du besoin en fonds de roulement. C'est-à-dire que nous, on rencontre des banques en ce moment, elles nous disent tous: ah, mais si c'est du besoin en fonds de roulement, c'est un peu compliqué. Par contre, si vous voulez acheter des bureaux en propre pour les louer à votre entreprise, on est prêt à mettre x15 à x20 à ce que vous me demandez aujourd'hui. Ouais, donc c'est pas forcément adapté à ce que voulez vous, quoi. Bah, exactement. Non, c'est hyper intéressant, je pense, ce côté liberté. Justement, c'est pour ça que tu veux pas lever des fonds. Mais potentiellement, je me dis que tous les mois, quand tu es un peu ric-rac, tu dois aussi te sentir quand Pas même. bien dormir, ouais. Pas forcément bien dormir, donc t'es pas forcément non plus très libre dans ta tête, on va dire. Donc Ouais. c'est un peu essayer de trouver l'équilibre là, potentiellement avec des business angels ou. Bah, c'est le sujet qu'on a aujourd'hui et je le dis, moi je passe par exemple aujourd'hui une semaine par mois à faire que du recouvrement. Ça peut être par mail, ça peut être par téléphone bien entendu. On va même dans les bureaux aujourd'hui taper aux portes sans rendez-vous en rentrant et on s'assoit sur des canapés le temps que le DG arrive. Donc intellectuellement parlant, c'est ridicule. Mais en fait, on n'a pas beaucoup le choix. Donc c'est là où le sujet de liberté, c'est pour ça que ma réflexion commence à changer là-dessus, c'est que, enfin, on atteint un limite dans notre liberté de fonctionnement et on atteint un limite sur notre évolution, on va dire, de l'entreprise, que ce soit en termes de compétences, parce que il nous manque plein de compétences en management, en finance, même en commercial, même en recrutement, et un peu sur tous les sujets même de la boîte, et complètement sur la partie financière. C'est un peu horrible, mais je sais que c'est le sport national en France de payer tard, mais quand on sait qu'il y a une entreprise sur 3 qui ferme à cause de ces sujets-là, je trouve ça ridicule. Et on a rencontré, nous, la semaine dernière, une entreprise, un grand compte qui fait partie du CAC 40. On a rencontré la DRH et c'est la première fois que j'ai eu ça, mais j'ai trouvé ça très bien. On lui présente la relève, on lui explique ce qu'on fait, et elle me dit: bah, écoutez, c'est merveilleux, c'est top, il nous le faut. Par contre, on ne va pas travailler ensemble parce que vous êtes trop petits pour nous. Et en fait, on est mauvais payeurs, donc on paye très tard. Et en fait, je vous confirme à 100% qu'on ne vous paiera pas. Et donc moi, je trouvais ça incroyable. C'était horrible parce qu'on n'a pas travaillé avec elle, mais finalement, en fait, c'était très franc de sa part. Et j'ai trouvé ça très bien, même si c'est problématique en France. Ouais, c'est problématique parce que du coup, vous pouvez potentiellement perdre des clients comme ça, mais au moins là, c'est mieux d'être honnête. Au moins, vous savez à quoi vous attendre et ça, enfin, c'est à vous de prendre le risque ou pas, quoi. Ouais, Parce qu'après, fermer, voilà, quand on a une boîte qui marche, enfin là, vous êtes, ce que tu dis, c'est que vous êtes 20 personnes, donc c'est que quand même, derrière, il y a un marché et vous répondez bien à la demande. Mais après, ouais, c'est sûr que si on n'est pas payé, c'est hyper compliqué. Ça doit pas être facile tous les jours. C'est le nerf de la guerre. Bah ouais, surtout quand tu te retrouves justement à une semaine par mois aller faire du recouvrement. En tant que, je suppose, dirigeant de boîte, peut-être que tu t'aimerais consacrer ton temps à faire autre chose, quoi. Ouais, complètement. Et donc pour revenir un peu sur ton aspiration à être libre, je trouve ça hyper intéressant parce que j'ai l'impression que les jeunes, enfin notre génération, on a de plus en plus envie d'être libre, on a de plus en plus de mal à rester en CDI dans une boîte, on veut changer tout le temps et on a envie aussi de trouver du sens à son boulot. Et ce que je voulais te demander, bah toi ça fait donc après 6 ans que tu as monté ta boîte, donc ce que tu dis c'est que tu as plus ou moins cet aspect liberté, mais est-ce que des fois tu as envie aussi de faire autre chose? Parce que j'ai l'impression que notre génération, on a tellement besoin de liberté et de changer, de machin. Je voulais savoir si toi, en étant entrepreneur, c'est différent que potentiellement les profils qui sont en CDI. C'est une vraie question. Oui, ça m'est arrivé plein de fois de me dire est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on vend. Et maintenant, le fait de pouvoir être libre fait que je peux venir en plein après-midi maintenant faire un podcast, que j'ai du temps aussi pour réfléchir à la stratégie, pour lancer d'autres choses. Ce que je disais, on a 2 entreprises différentes, donc en fait ça me permet aussi de prendre le temps de créer d'autres structures. Et si ça ne tient qu'à moi, je pense qu'on pourrait en lancer 2 ou 3 autres. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le fait d'être libre et le secteur qui m'intéresse particulièrement. Je trouve que le secteur du recrutement en France, il n'a pas évolué énormément, même si, je vais reprendre il y a 5 ans, il n'avait pas évolué il y a 5 ans. Aujourd'hui, il a pas mal évolué parce qu'il y a plein de belles entreprises, des Welcome to the Jungle, des Job Teasers et autres, qui avancent et qui marchent bien. J'ai qu'un résultat à dire, c'est que le taux de chômage, il est encore à 8% ou 9% en France, qui est énorme. Donc, je pense qu'il y a encore plein de choses à faire sur ça. Et moi, ce qui m'amuse aujourd'hui, c'est de recevoir des mails de candidats qui me disent merci, j'ai trouvé mon poste de sales ou bizdev en CDI grâce à vous. Et c'est ça qui me fait rire tous les jours. Qui fait continuer aussi sur ce chemin-là, quoi. Donc en fait, tu te lasses pas, c'est hyper intéressant. Mais je le dis aussi, je pense que le jour où j'en ai vraiment marre,
on arrêtera. Enfin, ou on revendra à autre, mais là, je dis, on est encore à 2 ou 5% de ce qu'on est censé pouvoir faire. Ouais. Et donc, tu disais que ça te laisse le temps pour faire autre chose. Donc, vous avez monté une deuxième structure qui s'appelle donc Le Vrai du Faux. Est-ce que du coup, tu peux présenter ce que c'est ? LVDF, Le Vrai du Faux. Et en fait, c'est un logiciel SaaS. C'est un logiciel pour faire des prises de référence. Donc, les prises de référence, c'est le fait d'appeler ou envoyer des mails aux anciens maîtres de stage ou anciens responsables pour savoir comment ça s'est passé. Et en fait, c'est un marché qui est ancien, mais on va dire assez nouveau, parce qu'en fait, en France, personne ne le fait. Personne n'appelle les anciens maîtres de stage pour savoir comment ça s'est passé ou anciens managers. Alors qu'aux États-Unis, ils le font à chaque fois, surtout. Aux États-Unis, ils le font ils recrutent une nounou. Ils vont demander les 3 anciens mères ou pères de famille pour savoir comment ça s'est passé, pourquoi ils sont partis et autres. Ils vont même beaucoup plus loin parce que ça va jusqu'au casier judiciaire et autres. Et donc là, je pense qu'on arrive sur des sujets de liberté, parce qu'on reparle de liberté. Et c'est un peu problématique. Moi, je considère aujourd'hui, pourquoi on l'a fait, c'est parce que ça nous permet d'avoir une valeur ajoutée qu'on propose à nos clients. Et 2, aujourd'hui, en fait, on a du mal à faire la différence entre 10 profils qui ont fait les mêmes écoles et qui ont fait à peu près les mêmes stages. On mise plus sur des personnalités. Je pense que tout le monde sait bien se vendre à peu près correctement en entretien. Plutôt en plus sur la partie école de commerce. Nous, ce qu'on connaît en école de commerce ou en université, plus simple qu'on apprend à se vendre en entretien. Donc en fait, comment on fait la différence entre 10 profils qui ont fait les mêmes stages dans les mêmes boîtes, avec la même école ? Et c'est intéressant en fait de pousser un peu les références pour savoir de nouveau des deux côtés si ça va matcher ou pas. D'accord. Parce que ça peut être des deux côtés et on travaille nous déjà sur la suite, c'est-à-dire que les candidats peuvent eux-mêmes demander les prises de référence pour certifier leur CV, un peu comme un TOEIC ou un TOEFL, et ça serait une bonne solution d'avancer là-dessus. Et on réfléchit aussi de l'autre côté en se disant pourquoi un candidat ne pourrait pas demander des références d'anciens stagiaires ou d'anciens CDI à une entreprise. Alors c'est un autre partie, on va dire, de notre logiciel, mais pour l'instant, on l'a mis là-dessus. Donc, on fait pour répondre à ta question, un logiciel qui fait de la vérification en ligne de référence. D'accord. Et du coup, comment ça se passe ? C'est quand vous proposez des profils via la relève, par exemple, que les clients disent j'ai envie de vérifier les références, ou vous, potentiellement, vous proposez, ou alors même vous utilisez pour proposer des profils aux entreprises ? Alors, nous, on le fait en propre depuis le début. Étant donné qu'on n'est pas sur la relève honoraire ou fonctionnement, on va dire que tous les gros cabinets de recrutement d'intérim ou toutes les SS2I, ESN qui existent, on a essayé d'automatiser le processus. Et en fait, tu as des clients qui, quand on leur envoyait le mail du candidat avec les prises de référence, ils disaient « mais c'est pas mal ce que vous avez fait ». Et finalement, ils ne veulent plus passer par nous pour la partie cabinet et ils sont intéressés uniquement par le logiciel. D'accord. Donc, on a décidé d'en faire une marque. Et après, comment ça marche ? C'est très simple. C'est qu'on envoie des mails aux anciens référents qui vont répondre à un certain nombre de critères, c'est-à-dire des questions généralistes sur est-ce qu'il a bien travaillé chez vous, comment ça s'est passé en termes d'autonomie, est-ce qu'il utilisait l'anglais, si oui, quel a été son niveau. Et après, des questions par fonction. Donc, je ne sais pas, pour les commerciaux, par exemple, c'est est-ce qu'il était pugnace, est-ce qu'il se présentait bien, est-ce qu'il atteignait ses objectifs chiffrés. Et en fait, nous, tout ça, on l'agrège et on a un algorithme à ce moment-là qui se met en place parce qu'on ne va pas noter de la même manière un stagiaire d'1 mois que de 6, qu'un CDI qui a fait 1 an, 5 ans, 10 ans ou même 20 ans dans la même entreprise. Et ça permet en fait d'avoir un résultat assez intéressant. Et souvent, on a des demandes en disant si la personne est restée 20 ans, même si ça s'est mal terminé, et ça peut arriver, c'est arrivé dans toutes les boîtes, on se doute que si la personne elle est restée 20 ans dans l'entreprise, c'est que ça s'est quand même bien passé. Sinon, elle serait partie. Donc, ça permet quand même de pondérer tout ça et d'avoir des résultats un peu plus clairs sur chaque personne. Ok, non, c'est hyper clair. Je comprends bien comment ça fonctionne et c'est hyper intéressant. Du coup, les clients, ils font aussi bien appel à la relève qu'au vrai du faux pour leur profil. Donc, c'est hyper intéressant. Et toi, comment tu t'organises ? Parce que c'est une grande structure avec 2 entreprises, c'est ce que tu dis, mais il faut faire avancer les choses des 2 côtés. Comment tu t'organises ? C'est vrai que c'est un temps d'organisation. Pour l'instant, en fait, on fait des sprints qui font 3 semaines sur la partie, par exemple, tech. Donc, on a 3 développeurs en interne. Ils font 3 semaines sur la relève, sur les évolutions, 3 semaines sur LVDF, 3 semaines sur la relève, 3 semaines sur LVDF. Après, en fonction d'une urgence ou autre, ils changent. Nous, aujourd'hui, on est plus, et moi, je suis plus, pour l'instant, sur la relève. Pourquoi ? C'est ce qui nous fait vivre aujourd'hui. Si on avait lancé la LVDF depuis le début, je pense qu'on l'aurait fermé depuis un certain temps parce que en fait, ça coûte de l'argent, c'est de l'investissement en fait depuis le début. Donc c'est la relève qui paye tout. Et de temps en temps, ça suit un peu ce que tu pouvais dire. Parfois, on a envie d'arrêter parce que sur la VDF, on n'est absolument pas rentable pour l'instant.
mais ça met plus de temps. C'est pas la même typologie de clients parce que c'est plutôt des grands recruteurs, donc c'est souvent des grosses boîtes ou des cabinets. Donc on peut avoir nos concurrents de la relève aussi également dessus. Aujourd'hui, moi, je suis plutôt sur la relève parce que c'est ce qui me permet de vivre tous les jours et de faire vivre les 17 personnes qui travaillent avec moi. Continuer à le faire évoluer en espérant que ça marche un moment, un peu plus. Je te l'espère aussi. Et du coup, tu disais que le fait d'être libre, ça te permet de réfléchir à d'autres choses et que tu as encore plein d'idées en tête et que tu as envie de lancer. Et là, c'est quoi un peu les prochaines étapes Là, on a fait déjà des évolutions cette année qui sont importantes. La première, c'est que maintenant, on se lance également sur des recrutements autres que des profils d'école de commerce et sur la partie CDI que sur des commerciaux. Donc, on s'est lancé sur les recrutements de développeurs informatiques. Ok. Pourquoi ? C'est parce que en fait, tous nos clients nous en demandent depuis 5 ans et en fait on ne le faisait pas. Donc on s'est formé dessus grâce aux développeurs qu'on a en interne. On commence à être très bon dessus maintenant. Donc on y arrive. Donc ça c'est déjà une première évolution. Et deuxième évolution importante de cette année, c'est qu'on a lancé un bureau à Lyon. D'accord. Donc on n'est plus uniquement à Paris, on est à Lyon. Pourquoi ? Pour 3 choses. Un, c'est qu'il y a un marché un grand nombre d'entreprises, parce que c'est quand même le deuxième marché là-dessus. 2, il y a énormément d'étudiants à Lyon. 3, c'est à 2 heures de Paris en train, donc ça va quand même assez vite de faire l'aller-retour dans la journée. Et 4, nous, on a une moyenne d'âge qui doit être à 26-27 ans. Il y en a pas mal qui viennent de province, et donc en fait, la plupart des gens commencent à me dire, je l'entends lors du déj ou autre, c'est quand même bien Lyon, c'est quand même bien Toulouse, c'est quand même bien Marseille. J'aimerais y retourner, j'étais bien chez mes parents, donc en fait, il faut que je puisse leur proposer sur le long terme, petit à petit, des ouvertures de ville. Donc je pense qu'à moyen terme, on va dire, on va essayer d'ouvrir d'autres agences La Relève un peu partout en France, dans un premier temps dans les grandes villes et après on verra par la suite. Donc ça c'est le premier sujet. 2, on a d'autres verticales à ouvrir parce que pourquoi pas travailler également sur les sujets de BTP, pourquoi pas travailler sur les sujets des avocats par exemple, ils ont tous des stages et ils cherchent tous des jobs. Je suis pas sûr qu'il y ait encore un vrai leader sur ce marché. Tout ça c'est des verticales qu'on peut lancer et après on travaille sur, on pense à des plateformes qu'on voudrait créer nous aussi. On pense aux freelances, on peut travailler aussi avec eux et les aider. C'est une autre forme de travail. Ça suit notre volonté d'aider tout le monde à trouver un travail. Enfin, le dernier sujet, c'est même sur les profils un peu plus seniors, les aider à trouver un nouveau job dans des startups. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en startup, tout le monde recherche une chose, idéalement, c'est de l'expérience. C'est pour ça aussi qu'ils font des levées de fonds. Souvent, on a un retour de personnes qui sont juste avant la retraite, qui ont du mal à trouver un emploi et en fait, ils seraient complètement à même d'aider des startups sur leur évolution. Ils ont déjà connu ces problématiques souvent. Hein. Et donc, on essaie de regarder à ce sujet-là. On a déjà un nom, on a déjà commencé à faire un site. On verra pour 2020, voire 2021. Du coup, plein d'aventures qui t'attendent. Donc, je trouve que ça revient un peu à ce que tu disais au tout début de notre échange, c'est que tu avais envie d'entrepreneur parce que tu avais plein d'idées, tu avais envie de lancer des choses et là, du coup, tu arrives à le faire en étant déjà entrepreneur. Je trouve ça hyper cool et ça donne plutôt envie. Du coup, on arrive plus ou moins à la fin de notre échange. J'aime bien poser ces dernières questions en fin de discussion. La première, ce serait si tu avais des conseils à donner à des personnes qui ont envie de monter leur boîte, comme toi, jeune ou moins jeune, hein, mais enfin voilà, des conseils qui ça t'aurait vraiment aidé au début quand tu t'es lancé. Moi, la seule chose que j'ai envie de dire, et en plus c'est une erreur que j'ai refait sur la partie LVDF, c'est de ne pas être au plus près du marché et de ne pas aller essayer, alors c'est de la vente, mais essayer d'aller vendre tout de suite pour voir ce qu'on a. C'est un peu ce qu'on voit aux États-Unis. Souvent, ils vendent avant même d'avoir fait un logiciel. Il y a plein de podcasts, de documentaires, on peut tout trouver sur YouTube, mais qui expliquent qu'aux États-Unis, voilà, ils arrivent, que ce soit auprès de fonds ou soit de clients, ils arrivent, ils vendent quelque chose et ils n'ont rien. Ils n'ont même pas une ligne de code, mais après, ils se débrouillent pour le faire. Et moi, l'erreur que j'ai pu faire sur LVDF, c'est on a travaillé uniquement grâce à ce qu'on avait fait avec La Relève et on s'est dit il y a un marché, il y a quelque chose à faire. Et on a travaillé pendant 8 mois, 9 mois à développer quelque chose. Donc ça nous a coûté plusieurs milliers d'euros à développer. Quelque chose qui n'était absolument pas en lien avec le marché. Et en fait, s'il y a un truc que j'ai à faire, ce que j'avais fait pourtant avec La Relève, mais je n'ai pas du tout suivi ma première structure, c'est essayer d'aller vendre ce que vous proposez, essayer d'en parler. Souvent, on n'a pas envie de parler de ce qu'on a envie de faire. On dit on va nous voler l'idée, mais en fait... Parlez-en avec un maximum de personnes. Oui, peut-être que quelqu'un va essayer de te voler l'idée et encore, mais en fait, c'est toi. Ton idée, c'est toi, donc c'est à toi d'avancer de ta manière. Il va apporter des choses et en fait, si tu mets du cœur, de toute façon, ça devrait y arriver. Non, hyper intéressant. Donc, 2 choses, essayer d'aller vendre avant de fabriquer, créer et aussi en parler un maximum autour de soi. C'est quelque chose qu'on dit souvent, c'est ce que tu disais dans les podcasts et tout, surtout aux États-Unis, c'est de vendre avant de vraiment développer ou quoi. Mais je me dis dans le concret, en fait, comment tu fais ? Comment tu vas voir un client pour lui dire, voilà, je vous vends ça. Je vous vends plus ou moins une idée, un projet, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Enfin, le client, est-ce qu'il ne va pas derrière rironner de la personne ? Bien sûr. Après, en fait, quand tu arrives et que tu expliques que tu es en train de travailler sur un sujet
tu lui montres tout et tu lui dis voilà où on en est à 5 mois, est-ce que vous êtes prêt à le prendre d'ici 5 mois? Bah, au moins, tu as un retour client et lui, il va peut-être te dire en fait, moi, je veux pas ça du tout. Je sais pas, je veux pas le A que tu m'as proposé, moi, je veux le C. Et en fait, toi, tu n'avais pas pensé au C. Et ça te permet déjà de retravailler dans ta tête sur le sujet. Et en fait, tu vas voir une deuxième entreprise, tu vas lui proposer le C. Il va dire non, moi je veux le D. Et en fait, tu vas aller revoir le premier client en disant si je vous propose le D, il fait ben, en fait, c'est exactement ça. Bah, tu auras gagné déjà des heures de code, tu auras déjà gagné des heures de production ou d'industrialisation si c'est ça. Et à ce moment-là, tu peux vendre. Sur FVDF, on a déjà proposé à des clients un coût fixe, mais à 6 mois, en disant par contre, on n'est pas encore complètement prêt, vous le savez. Et tu sais, toutes les boîtes se sont lancées comme ça au départ. Donc, Ouais. Donc, faut pas avoir peur de faire ça, quoi. Et après, on se grille pas vis-à-vis du client en se disant, bah voilà, on lui a proposé A, finalement, il veut C, même si on revient plus tard avec la solution D, comme tu dis, il sera très content, quoi. Enfin, ça va pas. Mais c'est son souhait, en fait. C'est ça qu'il veut. Je sais, ça prend du temps, c'est long. C'est les montagnes russes. Hein. L'entrepreneuriat, de toute façon, sur les montagnes russes, tu peux être plusieurs de personnes un matin et être au fond du trou le soir même, ou voir le matin même. Mais en fait, c'est ça. Donc, faut tester. Et ça sert à rien, je pense, où on peut commencer à développer, mais ça sert à rien de se lancer et de dire bah, je vais développer le truc parfait, attendre 1 an, et en fait d'arriver et d'être absolument loin d'aucun Ouais, marché. du coup, tu perds du temps et après, pour les finances, etc. Enfin, de toute façon, pour tout, c'est pas une bonne idée. Ça, et vraiment, c'était le deuxième sujet, mais on en parlait, c'est être entouré. Même si moi j'étais tout seul, j'ai été suivi par l'incubateur de l'EDEX, c'était un bon point aussi, par pas mal d'amis et de potes qui étaient entrepreneurs ou qui se lançaient en même temps. Le fait d'en discuter avec d'autres fait qu'on voit qu'on n'est pas tout seul. C'est-à-dire qu'on parle de sujet de financement, là je t'en parlais tout à l'heure, mais en fait je suis pas le seul à avoir vécu. Et il y en a 1000 autres qui sont sur cette problématique-là. Et donc le fait d'en parler, ça permet de trouver des solutions. Ouais, en plus, aujourd'hui, c'est hyper simple de s'entourer. Je sais pas si c'est simple, mais il y a quand même beaucoup d'incubateurs, accélérateurs, pépinières, ou même juste des réseaux sur Facebook, Meetup, LinkedIn. Enfin, il y a plein de choses. Et je remarque que les gens, plus ils ont galéré au début, enfin voilà, quand tu montes ta boîte ou quand tu deviens indépendant, etc., et que tu as envie de t'entourer, tu rencontres des gens qui sont passés par les mêmes galères que toi, et du coup, les gens, ils sont hyper présents, ils sont hyper bienveillants, ils sont là pour aider. Donc, Exactement. je trouve ça hyper cool. Moi, ça m'est arrivé juste la semaine dernière. Tu vois, j'étais un peu. On parlait de up et down. Là, j'étais un bon down. Et j'étais en train de me plaindre auprès d'un entrepreneur en disant oh là là, c'est difficile et ces sujets de recrutement financier, où on en est. Et après, il est revenu en me disant ouais, mais en fait, moi, je l'ai vécu déjà 100 fois ça. Et c'était pas pour 20 personnes et 200 000 euros, c'était pour 400 personnes et 10 millions. Mmh. Ouais, donc là, tu relativises, quoi. Donc là, on dit ah ok, bon, bah écoute, je vais repartir travailler. Ouais, non, Mais en fait, ça arrive et c'est aussi pour ça qu'on a lancé ça au départ. Hein, donc, mais en tout cas, faut le faire. Moi, je trouve ça bien de le faire assez jeune aussi. Enfin, parce que moi, je l'ai fait assez jeune, mais je trouve ça bien parce que je suis sur le sujet, j'ai pas d'enfant, je suis pas propriétaire, je suis pas sur tous ces sujets-là. Donc, en fait, c'est cool de pouvoir le lancer à ce moment-là. Et pas sur tous ces sujets financiers qu'on peut avoir après. Même si on peut le faire aussi à 50 ans, on peut le faire à 60 ans. J'ai plein de bels exemples aussi là-dessus. Ouais, bien sûr, mais c'est vrai qu'après, il faut peut-être un peu plus préparer les choses si tu as des responsabilités financières ou même de temps, quoi, parce que ça prend quand même du temps de monter sa boîte. Ok, super. Merci beaucoup pour ces conseils. Une autre question que j'aime bien poser, c'est quelles sont tes inspirations? Le podcast s'appelle Bonjour l'Inspi, donc c'est savoir, toi, ce qui t'inspire, que ce soit pour exercer ton métier d'entrepreneur, etc., ou même dans la vie privée, pas de souci. Donc voilà, qu'est-ce qui t'inspire, que ce soit un livre, un film une personne, n'importe. Ouais, j'en ai plein. J'aime beaucoup le sport. Donc, sur le sport, ça peut être un Rafael Nadal, qui est plus ou moins apprécié, ça dépend, mais qui en fait, il n'est pas considéré comme le plus grand tennisman de tous les temps. Il est considéré comme le plus grand combattant du tennis de tous les temps. C'est-à-dire qu'il lâche pas sur rien, sur aucun moment, sur aucun point. Et ça, je trouve ça assez incroyable. Ça peut être un personnage historique particulier, c'est Winston Churchill, parce que il a vécu 12 000 galères, il a changé de parti 100 fois. Maintenant, c'est aussi grâce à lui, en grande partie grâce à lui, que la Seconde Guerre a été gagnée. Donc voilà, c'est des personnages un peu comme ça. Ouais, tu t'inspires plutôt de personnes. C'est vrai que c'est hyper intéressant de rendre compte de parcours, de choses même. Et je pense que ça peut vraiment inspirer et surtout de se dire, c'est ce que j'aime bien me dire, c'est si cette personne est arrivée à faire ça, peut-être que moi aussi je peux y arriver. Et donc, en fait, il n'y a pas trop de limites. Et donc, je pense que c'est hyper intéressant de s'inspirer des autres. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'invite des personnes que je trouve inspirantes sur le podcast. C'est pour que les gens s'en inspirent et se dire, Adrien Ducluseau, il a monté sa boîte, il en a monté une deuxième. En fait, s'il y arrivait, pourquoi pas moi, quoi. Mais ouais, c'est exactement ça. Et je trouve que
C'est toujours intéressant Alors moi, ce que j'ai toujours adoré faire, et ce que j'adore toujours faire, c'est, là, comme tu es en train de le faire, écouter des podcasts, parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir des retours sur des personnes de tout niveau. Donc ça peut être des sportifs, ça peut être des artistes, ça peut être des musiciens. Pareil, côté lecture, j'adore voir des biographies de personnages un peu. Donc il faut s'entourer, il faut écouter, il faut aller regarder par rapport à des secteurs qui nous intéressent particulièrement. On parlait tout à l'heure, avant du début de l'enregistrement, d'Alexandre Mars, qui est un entrepreneur à succès au départ dans le net et aujourd'hui dans tout ce qui est économie sociale et solidaire. Il faut écouter tous ces podcasts, il faut lire ses livres. Si on est intéressé par ce secteur-là, allez-y, c'est une pépite. Ouais, pour s'inspirer et pour aussi se motiver, quoi. Ouais, je trouve que c'est hyper intéressant. Et du coup, dernière question, c'est si les auditeurs ont envie d'en savoir plus sur toi ou te poser des questions par rapport à soit ce qu'ils ont entendu sur le podcast ou sur autre chose, comment ils font, sur quel réseau, plutôt par mail, enfin tu préfères quoi? LinkedIn. Ok. Ouais, c'est simple, c'est à Adrien Ducluseau. Je pense que j'y passe presque 2 à 3 heures par jour, parce que c'est aussi un outil de travail assez important. Mais ouais, qu'ils n'hésitent pas à envoyer un mail, un email ou même me rajouter. J'essaie de répondre au maximum à chacun. Ok, bon parfait. Je noterai tout ça en description de l'épisode. Merci beaucoup, Adrien. Merci à toi. Merci à toi et à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté Bonjour l'Inspi. Si ça vous a plu, dites-le moi en vous abonnant sur la plateforme de votre choix, en laissant un avis 5 étoiles et en le partageant autour de vous. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, à me poser toutes vos questions et à me suggérer de nouveaux invités. Vous pouvez le faire sur Instagram, sur le compte bonjourlinspi_podcast ou sur le site bonjourlinspi.fr. Encore merci et à très bientôt pour un nouvel épisode.